Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel du chapitre 6, les atouts ou les avantages de l'électricité, ou comment obtenir de l'énergie électrique sans combustion pour les classes de terminale enseignement scientifique. Avant de commencer donc l'explication du chapitre ainsi que la correction de quelques exercices, je vais vous donner quelques points essentiels à connaître pour les élèves. C'est d'écrire les exemples de chaînes de transformation énergétique permettant d'obtenir de l'énergie électrique à partir des différentes ressources primaires de l'énergie, bien sûr comme les ressources renouvelables. Donc on doit savoir dessiner les chaînes de transformation énergétique bien sûr en fixant les différents convertisseurs ainsi que les formes d'énergie qui vont être converties ou transférées. Le deuxième point, donc on doit connaître comment on calcule le rendement global d'un système de conversion d'énergie. Si on a une succession de convertisseurs dans un système donné, en connaissant bien sûr le rendement de chacun, on peut par la suite calculer le rendement global en faisant bien sûr le produit des rendements consécutifs. Et le troisième point à connaître, c'est comparer les différents dispositifs de stockage d'énergie selon les différents critères, bien sûr comme les batteries, les supercondensateurs, etc., les piles. Et donc on doit les comparer en connaissant bien sûr les masses de chaque système, la capacité de stockage, la durée de stockage et son impact écologique. Je passe maintenant à la partie cours. Comme on a vu précédemment dans le chapitre 5, les 2 siècles d'énergie électrique, maintenant on passe au 21e siècle, où on doit bien sûr convertir des formes d'énergie en d'autres formes et avoir bien sûr une distribution facile et sûre en essayant de satisfaire la demande des consommateurs et surtout avoir un faible impact écologique. Donc pour cela, on doit essayer de maximiser donc le rendement énergétique d'un convertisseur d'énergie. Le rendement donc a une formule qu'on doit bien sûr appliquer. Donc nu ou R, ça sera donc le rapport entre l'énergie utile et l'énergie absorbée. On connaît bien sûr que l'énergie, ce n'est autre que la puissance fois la durée de temps. Donc on pourra par la suite écrire la même formule donc, du rendement avec les deux grandeurs de puissance, la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc l'objectif est de réaliser des rendements les plus proches possibles de 1 ou de 100% si on veut parler de pourcentage. Donc pour cela, il faudra donc modéliser les chaînes énergétiques par bien sûr une conversion d'une forme d'énergie en une autre. Donc on commence normalement par un réservoir d'énergie comme le soleil, l'uranium ou l'eau, donc qui va nous donner une énergie. Cette énergie, elle sera appelée énergie absorbée ou énergie reçue. On peut bien sûr utiliser la puissance comme on l'a vu dans la formule du rendement. Donc cette énergie absorbée ou reçue va être convertie à l'aide du convertisseur, donc qui peut être par exemple un alternateur, sous forme d'énergie utile ou d'énergie exploitable. Comme par exemple, si on parle d'électricité, l'énergie utile ou exploitable, ce sera l'énergie électrique objective de ce convertisseur. Et on aura bien sûr tout le temps, puisque le rendement n'est pas égal à 100% parfaitement, donc on aura donc une énergie dissipée sous forme d'énergie thermique. Donc si on veut calculer le rendement de n'importe quel système, il faudra passer par les convertisseurs, diviser l'énergie utile sur l'énergie reçue. Bien sûr, on ne peut parler des atouts ou des avantages de l'électricité que si on utilise bien sûr des moyens d'obtention de fabrication d'électricité sans combustion. Comme on le voit ici, il y a plusieurs modes d'obtention d'électricité sans l'utilisation de la combustion. Je prends comme premier exemple les centrales hydroélectriques où on va essayer de stocker l'eau donc, dans des réservoirs donc, sous forme de barrages.
c'est-à-dire qu'on est en train de stocker de l'énergie potentielle. Par la suite, lorsque l'eau va passer donc, à travers des canalisations forcées, donc on aura une augmentation de l'énergie cinétique. Donc à l'intérieur de ce système d'entrée, on aura une conversion donc, totale de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Donc, et cette somme va être bien sûr l'énergie mécanique d'entrée de ce système ou l'énergie reçue par le système turbine alternateur. Donc on commence à partir du réservoir d'eau. Donc on va convertir avec la turbine, le système turbine alternateur, l'énergie mécanique de l'eau en énergie électrique. Et sans oublier qu'on a une perte d'énergie thermique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et à la fin, donc, cette énergie électrique va être transférée au réseau électrique, donc sous forme d'un réseau de distribution. Deuxième mode d'obtention d'énergie électrique sans combustion, donc les centrales nucléaires. Donc à partir d'une réaction qui s'appelle ici la fission, elle va donc provoquer donc une énergie thermique assez importante qui va bien sûr chauffer de l'eau, elle va le passer à l'état vapeur et cette vapeur elle sera condensée donc pour passer à travers un système générateur donc, de vapeur qui va donc bien sûr convertir cette énergie thermique de l'eau en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique bien sûr elle va servir à faire tourner le système turbine alternateur pour produire de l'électricité et pour transférer bien sûr cette électricité vers les réseaux électriques. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, le rendement de ce système aussi ne peut pas être égal à 100%, donc il y aura forcément des pertes sous forme d'énergie thermique dans les deux cas. Troisième mode d'obtention d'énergie électrique sans combustion, donc obtenir à partir du soleil. Donc on peut par exemple utiliser les centrales solaires photovoltaïques ou les centrales solaires thermiques afin de produire bien sûr de l'électricité. Donc notre source d'énergie, ça sera le soleil. Donc les rayons lumineux vont nous donner ce qu'on appelle l'énergie radiative qui va être donc convertie à travers les panneaux photovoltaïques pour donner de l'énergie électrique qui sera aussi distribuée vers le réseau électrique en perdant bien sûr de l'énergie thermique. Sans oublier qu'il y a d'autres types d'obtention d'énergie électrique avec ce qu'on appelle les piles, les batteries ou les accumulateurs, en utilisant bien sûr une conversion d'énergie, de l'énergie chimique vers l'énergie électrique. Donc on connaît qu'il y a des transformations chimiques qui se passent à l'intérieur de ces piles ou des accumulateurs ou des batteries. Bien sûr, il y aura un transfert d'électrons entre les réactifs et les produits de ce système qui va provoquer bien sûr un déplacement et un grand débit d'électrons qui va bien sûr nous générer du courant électrique. L'avantage de ces systèmes, c'est la capacité de stockage, c'est-à-dire on peut, au lieu de distribuer directement vers le consommateur l'énergie électrique, on peut la stocker et l'utiliser donc par la suite. Les autres caractéristiques, bien sûr, ce sont l'énergie totale emmagasinée qu'on peut emmagasiner à l'intérieur de ce système de batterie, la durée de stockage et son impact écologique. Malgré qu'on a bien sûr une orientation vers les moyens d'obtention d'électricité sans combustion, on a quand même des risques et des impacts sur l'environnement. Qui va être en fonction bien sûr de type de centrale ou des systèmes de stockage d'énergie comme les piles et les accumulateurs. Donc par exemple pour les systèmes thermiques nucléaires, on aura un problème donc, de gestion de déchets radioactifs, quelques risques bien sûr d'explosion et bien sûr la contamination radioactive concernant bien sûr les déchets. Pour les centrales hydroélectriques, donc on aura
d'autres impacts, par exemple la disparition des terres agricoles, le déplacement des populations et la rupture, par exemple, des barrages. On a donc des risques de rupture et de problèmes. Pour les centrales éoliennes, donc on a une pollution visuelle. Donc, comme on le voit ici, si on a une grande condensation d'éoliennes dans un endroit très petit, et aussi on a une pollution sonore puisque la rotation des hélices va provoquer donc un son qui peut être considéré comme bien sûr polluant. Les perturbations bien sûr des écosystèmes et le risque d'effondrement dans le cas des grandes tempêtes. Pour les centrales photovoltaïques, donc, le problème majeur, c'est la grande occupation des sols, puisqu'on doit bien sûr augmenter au maximum le nombre de panneaux photovoltaïques pour essayer de gagner en énergie. Concernant les piles et accumulateurs, donc, puisqu'on a parlé de transformation chimique qui se passe à l'intérieur, donc on a des déchets chimiques lorsque on aura bien sûr un épuisement total des piles. Et bien sûr, ça va provoquer une pollution lors des rejets. Donc ces trois systèmes éoliennes, centrales photovoltaïques, piles et accumulateurs, donc bien sûr ont d'autres impacts sur l'environnement comme la pollution due à l'extraction des matières premières utiles à la fabrication. Je cite par exemple pour les centrales photovoltaïques. Donc dans les panneaux, on a vu qu'on doit utiliser le silicium. Ici, il est considéré comme un métaux rare. Donc ici, lors de l'extraction, on est en train d'épuiser les ressources. Et en même temps, lorsqu'on va les extraire, on va bien sûr utiliser d'autres moyens de fabrication qui sont polluantes. De plus, on doit connaître que pour avoir une régulation ou une stabilité dans notre réseau de distribution électrique, on peut donc utiliser les dispositifs de stockage de l'énergie, comme la batterie. Donc, on peut stocker de l'énergie, par exemple, dans les centrales photovoltaïques, dans des batteries, pour essayer d'utiliser l'énergie, de stabiliser bien sûr l'énergie électrique dans le cas d'interruption. Et bien sûr, dans le cas des centrales hydroélectriques, donc on peut accompagner donc notre système par un dispositif de pompage de l'eau pour essayer de faire revenir bien sûr, de pomper l'eau qui est juste en bas ici vers les réservoirs qui sont en haut pour essayer de stocker donc l'eau sous forme d'énergie potentielle afin de la réutiliser une autre fois pour fabriquer de l'électricité. Donc il est considéré comme un système de stockage. Autre que ça, donc on a les supercondensateurs. Donc c'est un condensateur composé de plusieurs cellules qui donne une tension élevée et qui a une grande capacité de se charger rapidement. Donc on a ici plusieurs moyens de stockage de l'énergie dont le but est d'avoir une régulation ou une stabilité dans le réseau électrique par rapport bien sûr aux consommateurs. Essayons maintenant de résumer ce chapitre sous forme d'une carte mentale dont le but bien sûr principal c'est l'obtention de l'énergie électrique sans combustion. Donc il faudra tout d'abord parler des différents moyens de conversion d'énergie. Donc le moyen le plus important c'est la conversion de l'énergie mécanique, donc qui est divisée en deux grandes catégories. Donc la conversion directe à travers par exemple les dynamos, les systèmes d'éoliennes, centrales hydroliennes et les centrales hydroélectriques. Ou la conversion indirecte de l'énergie mécanique en énergie électrique dans les centrales nucléaires, les centrales solaires thermiques et les centrales géothermiques. Autre type de conversion, donc comme on l'a vu, les conversions électrochimiques où on va bien sûr utiliser l'énergie chimique, que ce soit des piles accumulateurs ou des piles à hydrogène en énergie électrique. La conversion d'énergie radiative,
c'est-à-dire en essayant de convertir donc les radiations solaires à travers les panneaux photovoltaïques en énergie électrique. Donc, sans oublier de parler comment gérer donc la gestion de cette énergie en essayant bien sûr de convertir de l'énergie sous forme stockable, donc autre que la forme qu'on doit consommer. On aura donc une autre forme qu'on pourra bien sûr la réinvestir une autre fois et l'exploiter comme l'énergie chimique des accumulateurs. On doit charger ces accumulateurs pour essayer de faire apparaître les réactifs de ces réactions chimiques pour pouvoir bien sûr redémarrer donc les transformations chimiques et fabriquer de l'électricité. Comme on l'a vu, donc le pompage de l'eau vers les barrages va nous permettre de stocker l'énergie potentielle de l'eau afin de l'utiliser une autre fois pour fabriquer de l'électricité. Sinon, on doit aussi stocker de l'énergie électromagnétique dans les supercondensateurs ça se passera très rapidement pour pouvoir les utiliser par la suite. Sans oublier à la fin les risques et les impacts sur l'environnement. Donc on doit bien réfléchir avant d'implanter un de ces systèmes de fabrication du courant électrique sans combustion. Commençons maintenant par la correction de quelques exercices pour essayer de voir le type d'application ou de questions qui sont liées à ce chapitre. Donc je commence par un exercice qui parle ici de comment analyser et comparer des données entre deux systèmes de stockage d'énergie électrique en essayant d'argumenter, c'est-à-dire essayer de prouver quel est le système qui doit être utilisé forcément, qui a plus d'avantages que d'autres. Donc ici, on a les systèmes de batterie nickel-cadmium et un autre système de batterie nickel-métal-hydrure. Donc ici, on doit bien sûr essayer de comparer entre ces deux types de batteries en regardant bien sûr quelques données qui sont données ici dans un tableau. Donc on a bien sûr la tension électrique donnée ou fournie par ces deux types de batteries en volts, la masse de chaque batterie en grammes, la charge électrique en milliampères-heure, ça donne une information sur l'autonomie de chaque type de batterie, et le nombre de charges ou de décharges, c'est-à-dire le nombre de cycles de chacune d'elles. Pour pouvoir bien sûr comparer ces deux systèmes, autre que ces valeurs données dans le tableau, il est forcément préférable d'utiliser ce qu'on appelle la capacité de stockage et la densité énergétique pour essayer d'entrer dans les détails et détecter quels sont les systèmes de batterie qu'on doit utiliser. Parce que parfois les valeurs données dans des tableaux ou quelques informations ne peuvent pas trancher selon le type de système ou de batterie qu'on doit utiliser. Pour essayer de comparer ces deux systèmes, on va utiliser un tableau où on doit calculer la capacité de stockage en milliwattheures. Par la suite, on doit calculer la densité énergétique. Donc c'est la capacité de stockage par unité de masse. Donc ici on utilise le milliwattheure par gramme. Donc c'est pas la peine ici d'utiliser le kilogramme parce que on est en train de comparer entre deux systèmes dans le même ordre de grandeur de massique. Ici c'est le gramme. Donc je vais essayer de calculer ces deux grandeurs afin de comparer entre ces deux systèmes de stockage d'énergie. Pour le premier type de batterie nickel-cadmium, on pourra utiliser cette formule. Donc la capacité de stockage, ça sera bien sûr la charge électrique Q fois la tension U délivrée par cette batterie, qui va donner une valeur de 720 milliwattheures. Pour le deuxième type de batterie nickel-métal-hydrure,
Donc, ça sera bien sûr la même formule. Donc, 2300, c'est-à-dire la charge électrique fois la tension. Donc, ça va nous donner une valeur de 2760 mWh. Pour la deuxième grandeur, donc, on doit calculer la densité énergétique, c'est-à-dire diviser ces valeurs qu'on vient de calculer sur la masse pour pouvoir comparer facilement entre les deux systèmes de stockage d'énergie. Donc pour le premier type de batterie, donc c'est 720, cette valeur calculée sur 20 grammes, la masse de la batterie, qui va donner une valeur de 36 donc, milliwattheures par gramme. Donc ça, c'est la densité énergétique de cette batterie. Pour le deuxième type de batterie, donc ça sera la valeur de la capacité de stockage qui est déjà calculée sur la masse de la batterie en grammes, donc 28. Donc ça va donner une valeur de 99. Donc maintenant, on a le moyen de comparer, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les grandeurs tension, masse et nombre de charges ne peuvent pas nous donner une idée pour trancher quel est le système de batterie à utiliser, parce que les valeurs sont un peu proches. Donc pour cela, on doit penser à la fois à la capacité de stockage et la densité énergétique. Et on voit bien qu'à partir des valeurs de capacité et de densité, ces deux valeurs donc, concernant la pile nickel, métal, hydrure sont largement supérieures aux valeurs des mêmes grandeurs concernant la batterie nickel, cadmium. Bon, donc pour cela, je peux dire que le système qu'il vaut mieux choisir ici, ce sont les piles composées de nickel et métal hydrure. Je passe maintenant à un autre exercice qui va étudier une centrale géothermique en Guadeloupe. Donc ici, on a deux types d'utilisation de l'eau à partir des eaux de mer ou des eaux de pluie. Donc on a des infiltrations selon bien sûr des fractures qui sont situées ici, qui vont être accumulées dans un réservoir où ici l'eau va se chauffer par l'effet bien sûr des profondeurs, et on aura bien sûr un changement d'état, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état vapeur. Donc normalement la vapeur elle va monter vers le haut à travers cette canalisation, et tout ce qui est eau restante, elle va tomber vers le bas par l'effet de son propre poids. Et bien sûr, cette vapeur qui va monter vers le haut, elle sera condensée à travers ces canalisations, et elle va passer forcément par un système turbine alternateur qui va tourner bien sûr sous l'effet de cette action mécanique de la vapeur et nous produire de l'énergie électrique. Donc cette centrale a une puissance totale de 15 MW et permet de couvrir 7% de la consommation de cette île. Donc je commence par la première question. Donc cette ressource d'énergie est-elle renouvelable? Et justifier la réponse. Donc bien sûr, cette ressource d'énergie est renouvelable car elle provient d'un phénomène naturel inépuisable qui représente ici la chaleur du sous-sol. Par la suite, pourquoi qualifie-t-on ce type de centrale de géothermique? Donc on peut dire que ce mot il est divisé en deux parties. Géo, ça veut dire terre, et thermo, ça veut dire chaleur ou chaud. Ça veut dire que la centrale utilise la chaleur sous forme d'énergie thermique provenant du sous-sol. La troisième question, c'est reproduire et compléter la chaîne de transformation énergétique suivante. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, qu'on doit connaître comment modéliser des chaînes de transformation à partir d'un système de transfert ou de conversion d'énergie. Donc ici, normalement, on doit commencer par le réservoir, donc ici, qui emmagasine l'eau chaude. Donc c'est celui-là dans le diagramme énergétique. Donc cette eau va se chauffer, se vaporiser. Donc la vapeur va monter en haut. Donc elle aura une énergie mécanique qui va bien sûr entraîner tout d'abord la turbine du système, bien sûr en perdant de l'énergie thermique sous forme de chaleur.
Et cette énergie mécanique, elle va être transférée en une autre énergie mécanique plus faible que celle de départ. Et cette énergie mécanique, bien sûr, elle va être convertie en énergie électrique, en perdant bien sûr de l'énergie thermique par l'alternateur. Donc l'alternateur va convertir l'énergie mécanique reçue à partir de la turbine en énergie électrique qui va être transférée par la suite à un réseau électrique de distribution. Donc ça, c'est la chaîne de transformation énergétique qui comporte ici une action de transfert d'énergie parce qu'on a le même type ou la même forme d'énergie qui est exploitée. Et ici, on a un convertisseur qui va convertir une forme d'énergie en une autre. La quatrième question, définir le rendement global nu de la centrale, donc cette centrale géothermique. On notera bien sûr nu A le rendement de l'alternateur et nu T le rendement de la turbine. Donc, puisque ici dans le diagramme ou la chaîne de transformation énergétique, on a à la fois la turbine et l'alternateur qui sont utilisés dans ce type de centrale. Donc on doit connaître le rendement de la turbine et le rendement de l'alternateur pour pouvoir calculer le rendement global qui n'est autre que le produit des deux rendements consécutifs de ce système. Normalement, dans la question numéro 5, on doit faire l'application numérique parce qu'il nous a donné ici les deux valeurs des deux rendements, donc 95% pour l'alternateur et 35% pour la turbine. Il faut faire attention ici dans le cas de l'application numérique. Il ne faut pas utiliser les pourcentages, il faut utiliser donc des fractions avec donc ici donc c'est 0,95 fois 0,35 qui va donner à peu près une valeur de 0,33, c'est-à-dire le rendement global de ce système de centrale géothermique n'est autre que 33%. La dernière question, calculer la valeur des puissances dissipées, donc la puissance dissipée par la turbine et la puissance dissipée par l'alternateur. Donc à partir, donc je reviens encore une fois à la chaîne de transformation énergétique et on a vu que soit en faisant un transfert d'énergie dans cette partie ou une conversion d'énergie dans l'autre partie, on aura toujours des énergies donc dissipées ou perdues. Donc ici, on peut donc, puisque l'énergie est proportionnelle à la puissance, donc on peut calculer les puissances dissipées à ces niveaux, donc pour le système turbine et alternateur. Donc je commence par la première valeur à calculer pour la puissance dissipée. Donc la puissance dissipée au niveau de la turbine, donc ça provient de cette énergie dissipée, donc n'est autre que, normalement, on a étudié tout à l'heure le rendement de la turbine. Donc si le rendement de la turbine est égal à 35%, c'est-à-dire qu'il y a 65% d'énergie dissipée. Donc, pour cela, dans le calcul, la puissance n'est autre que la puissance, donc ici, totale de cette centrale électrique qui est égale à 15 MW, fois le pourcentage, bien sûr, dissipé, c'est-à-dire 65%, qui n'est autre que 1 moins les 35% de tout à l'heure. Et on aura, bien sûr, une valeur de cette puissance dissipée au niveau de la turbine qui est égale à 9,75 MW. Donc, normalement, cette puissance qui sera dissipée va engendrer donc une énergie mécanique à ce niveau inférieure à celle de départ. C'est-à-dire on a une chute de puissance qui va être transférée à l'alternateur. Donc il faudra tenir compte de cette chute de puissance pour parler de la puissance transmise à l'alternateur. Donc la puissance de départ, normalement, elle était égale à 15 MW. Donc on doit chercher quelle est la puissance qui va être transmise vers l'alternateur puisqu'on a une chute de puissance. Donc ce n'est autre que la valeur initiale de 15 MW moins la valeur dissipée par la turbine pour avoir bien sûr ici une valeur de 5,25 MW qui sera transmise vers l'alternateur. Donc maintenant, puisqu'on a la puissance de départ et la puissance d'arrivée, on doit maintenant calculer
donc la puissance dissipée par l'alternateur en appliquant bien sûr la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'énergie d'entrée ou la puissance d'entrée dans ce cas, celle-là, fois la différence donc, entre 100%, c'est-à-dire le rendement total moins le rendement de ce système qui est égal normalement à 95%. Donc ici, dans la deuxième partie de cette chaîne énergétique, on aura une perte de 5% puisque le rendement est égal à 80%. Donc on doit multiplier la valeur de la puissance transmise fois 5% qui n'est autre que 1 moins 0,95% et qui va donner par la suite une puissance dissipée au niveau de l'alternateur qui est égale à 0,26 MW. Donc ici, on remarque que la puissance, donc la perte en puissance au niveau de l'alternateur est largement inférieure par rapport à la perte en puissance de la turbine. Je passe maintenant à un autre mode d'obtention de l'électricité sans combustion, les centrales solaires thermiques. Donc on voit bien ici ce type de centrale solaire thermique où on a bien sûr une utilisation de miroirs qui vont capter donc l'énergie radiative qui provient du soleil en un point donc concentré ici, donc qui va permettre d'atteindre des températures allant de 400 à 1000 degrés Celsius. Donc cette énergie thermique obtenue va bien sûr être transférée vers une chaudière pour essayer de bien sûr de chauffer de l'eau et la transformer en vapeur et sous une pression bien déterminée. Cette vapeur donc elle sera donc utile pour faire tourner donc un système de turbine qui est couplé à bien sûr un alternateur qui va bien sûr en tournant nous délivrer ou nous produire de l'énergie électrique et nous donner bien sûr du courant électrique alternatif de forme sinusoïdale et périodique. Donc l'objectif de cet exercice est de schématiser la chaîne de transformation donc énergétique de ce type de centrale thermique. Donc en regardant l'énoncé de cet exercice, comme je viens de l'expliquer, on peut dire que on doit commencer par le réservoir, donc là c'est la source d'énergie utilisée qui est le soleil, qui va entrer en contact avec les miroirs de cette centrale pour bien sûr capter l'énergie radiative qui nous provient de cette source d'énergie. Donc ce miroir, donc, à son tour, il va être lié à un système de générateurs de vapeur qui sont ici les chaudières pour bien sûr exploiter l'énergie thermique provenant des miroirs, puisque j'ai dit qu'on peut arriver à des températures entre 400 et 1000 degrés. Donc ces générateurs de vapeur vont bien sûr entraîner par l'intermédiaire de conduites sous pression un système de turbine alternateur pour essayer bien sûr d'exploiter donc à partir de cette pression de vapeur un mouvement sous forme d'énergie mécanique. Donc et bien sûr on connaît bien que les alternateurs donc vont exploiter cette énergie mécanique pour donner bien sûr de l'électricité qui sera transférée à un réseau de distribution sous forme d'énergie électrique. Donc voilà, c'est le schéma de la chaîne de transformation énergétique de ce type de centrale solaire thermique. Un autre mode d'obtention de l'énergie électrique sans combustion, ici on a un exemple d'hydroliennes, c'est-à-dire des éoliennes des mers, donc bien sûr qui sont immergées à une certaine profondeur dans les océans pour essayer de capter bien sûr les courants marins qui vont permettre à la rotation bien sûr des pales d'un rotor qui va être couplé avec un alternateur, et on connaît bien que l'alternateur va convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc ici, l'hydrolienne a un rendement plus faible à puissance égale, bien sûr, que par rapport aux éoliennes classiques. Donc ici, il faudra voir que dans l'exercice, ils nous disent ici que l'immersion à plusieurs dizaines de mètres de profondeur de 10 hydroliennes d'une puissance de valeur
P égale à 2 MW chacune. Donc il faudra faire attention lors des calculs lorsqu'on va parler de puissance totale ici. Le rendement de ce type d'installation, c'est-à-dire de l'hydrolienne, est égal à 45%. Donc je commence par la première question, décrire la chaîne de transformation énergétique de l'installation. Donc ici, il ne s'agit pas de modéliser la chaîne de transformation énergétique, mais seulement de la décrire sous forme de quelques phrases. Donc ici, on peut dire que les courants marins entraînent un rotor couplé à un alternateur qui va produire de l'électricité. L'énergie mécanique des courants est transférée au rotor alternateur et par la suite, l'alternateur va transférer de l'énergie électrique au réseau de distribution électrique. Donc ça, c'est une petite description de cette chaîne de transformation énergétique de l'hydrolienne. Deuxième question, exprimer le rendement nu de cette installation en fonction de la puissance électrique PE et de la puissance mécanique PM. Donc tout d'abord, comme je l'ai mentionné dans la partie cours, le rendement nu ou R est égal à l'énergie électrique sur l'énergie reçue. Ici, dans notre cas, ça sera l'énergie électrique sur l'énergie mécanique reçue par les courants marins. Bien sûr, on connaît que l'énergie n'est autre que la puissance fois la durée de temps. Donc on peut écrire que l'énergie électrique est égale à la puissance électrique fois delta T et que l'énergie mécanique, c'est la puissance mécanique fois delta T. Donc on pourra par la suite simplifier par les deux valeurs de temps pour avoir à la fin un rendement qui est égal à la puissance électrique sur la puissance mécanique. Donc la troisième question, ça sera une application numérique pour trouver une valeur inconnue de la puissance mécanique qui représente ici le dénominateur de ce quotient. Donc normalement, il faut tout d'abord écrire la formule qui lie la puissance mécanique avec les deux autres grandeurs qui sont les puissances électriques et le rendement qui sont déjà donnés dans l'énoncé de l'exercice. Donc je commence par la puissance électrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise ici 10 hydroliennes dont la valeur de la puissance de chacune est égale à 2 MW. Donc il faudra multiplier la puissance P donnée dans l'exercice par 10 pour avoir bien sûr une valeur totale de 20 MW. C'est-à-dire la puissance totale délivrée par les 10 hydroliennes utilisées ici, c'est égal à 20 MW. Par la suite, il faudra écrire, comme je l'ai dit, la formule de la puissance mécanique en fonction des deux autres grandeurs. Donc ça sera la puissance électrique sur le rendement. Donc la puissance électrique est déjà calculée ici, c'est 20 MW. Et la valeur du rendement est donnée dans l'exercice ici, c'est égal à 45%. Donc il faudra diviser 20 MW par 0,45 pour avoir à la fin une puissance mécanique à peu près égale à 44 MW. Je reviens maintenant au système de stockage d'énergie, puisque je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de stabiliser et de réguler le réseau de distribution d'électricité. Il faudra bien sûr convertir ce type d'énergie, bien sûr, en énergie stockable, qui va bien sûr remédier au problème d'intermittence de certaines sources d'énergie. Ici, on a un exemple de batterie qui va être utilisé avec soit un système de centrale hydrolienne ou avec des panneaux photovoltaïques pour essayer de stocker l'énergie électrique utile. Donc ici, cette batterie a plusieurs caractéristiques qui sont données ici dans l'exercice. Donc ici, on a 12 volts, 200 ampères-heure, 1200 Wh et 29,5 kg. Donc la première question ici, c'est indiquer les grandeurs qui sont liées à chacune des unités ici, avec bien sûr les valeurs données dans l'exercice. Donc pour répondre à cette question, je vais utiliser un tableau. Donc ici, on a la première colonne, je vais écrire le symbole de chaque grandeur. Ici, et par la suite l'unité dans la deuxième colonne. Et quelle est la grandeur mesurée dans la troisième colonne. Donc je commence par la première valeur 12 volts. Donc ici, le symbole utilisé, c'est grand V.
ça représente l'unité de volt. Et on est en train de mesurer, bien sûr, ici, la tension électrique aux bornes, bien sûr, de cette batterie. Donc, la deuxième valeur de 100 ampères-heure. Donc, ici, on a utilisé le symbole AH pour dire qu'on est en train d'utiliser l'unité ampère-heure pour mesurer une grandeur bien spécifique qui représente ici la charge électrique de cette batterie. La troisième valeur, 1200 Wh. Donc on est en train d'utiliser comme symbole WH qui signifie que c'est le wattheure et on est en train de mesurer une grandeur qui s'appelle l'énergie électrique fournie par cette batterie. Et à la fin, donc c'est facile à connaître, on a le kilogramme qui bien sûr représente ici la grandeur masse. Donc ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, calculer l'énergie massique de la batterie qui sera utilisée ici à la fois dans les systèmes de centrales donc éoliennes ou avec les panneaux photovoltaïques. Donc pour cela, on doit connaître la formule de cette énergie massique qui représente bien sûr le quotient de l'énergie électrique et de la masse. Donc on doit diviser l'énergie électrique par la masse pour pouvoir bien sûr déterminer cette énergie massique pour pouvoir comparer entre les différents types de batteries. Donc l'énergie mécanique, donc l'énergie massique ici, ça représente l'énergie électrique sur la masse. Donc je passe à l'application numérique. Donc on a l'énergie électrique, ce n'est autre que cette valeur 1200 Wh qui sera divisée ici par la masse qui est égale à 29,5 kg. Donc on aura bien sûr une énergie massique de cette batterie exprimée en wattheure par kilogramme pour nous donner à la fin une valeur à peu près égale à 41 wattheure par kilogramme. Donc cette valeur va nous indiquer une information sur l'autonomie de ce type de batterie et pour pouvoir aussi faire une comparaison entre plusieurs types de batteries fabriquées par différents constructeurs. Un autre exemple de comparaison entre différents types de stockage d'énergie électrique qui ici fait intervenir l'énergie massique pour avoir donc un choix donc parfait concernant le type de système à utiliser pour stocker de l'énergie électrique. Entre ici les supercondensateurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un condensateur donc composé de plusieurs cellules qui donnent une tension un peu élevée donc par rapport à d'autres systèmes et il a une capacité à se charger rapidement par rapport aux autres types de piles qui sont les accumulateurs, par exemple lithium-ion. Donc à partir de ces valeurs données dans ce tableau, normalement on doit comparer entre les deux systèmes de stockage d'énergie, donc en considérant plusieurs paramètres comme ici donc le temps de charge et les énergies massiques. Donc ici, on doit regarder les données pour pouvoir les utiliser afin de calculer les énergies massiques qui ne se présentent pas ici dans le tableau. Donc pour cela, on doit connaître que pour les supercondensateurs, on a donc la relation E est égale à 1/2 de CU au carré. Donc ici, l'énergie en joules va être donc calculée à partir de la capacité fois donc la tension au carré. L'énergie donc emmagasinée dans la batterie de type par exemple lithium-ion est donnée aussi par une formule. Donc l'énergie est égale à Q fois U. Donc le Q c'est il est exprimé donc en coulomb et la tension elle sera exprimée en volts. Donc on a aussi deux formules de conversion. 1 ampère-heure est égal à 3600 coulombs et 1 wattheure est égal à 3600 joules pour pouvoir bien sûr calculer des énergies avec la même unité bien sûr pour pouvoir les comparer par la suite. Donc ici je commence par
donc cette question de comparaison. Donc il faudra faire intervenir les temps de charge et les énergies massiques dans un tableau qui va récapituler ces deux grandeurs. Donc bien sûr pour les deux types de systèmes de stockage d'énergie électrique. Donc pour le temps de charge, c'est visible dans le tableau de l'exercice que pour les supercondensateurs, c'est 5 secondes, le temps de charge, c'est-à-dire on peut charger ce type de batterie en 5 secondes. Et pour le deuxième type de batterie, c'est 4 heures ici, qui représentera bien sûr 14 400 secondes. Donc on voit bien une grande différence à partir de cette grandeur de comparaison qui représente le temps de charge. Donc le deuxième paramètre à calculer, c'est l'énergie massique, qui n'est autre que, bien sûr, l'énergie par unité de masse. Donc pour les supercondensateurs, donc on a la formule qui est déjà donnée ici dans l'exercice, c'est 1/2 fois C fois I au carré. Donc on a 1/2 fois C, C c'est la capacité, c'est 3000 donc, farad, fois la valeur de la tension au carré. Ici, la valeur de la tension, elle est donnée, qui est égale à 3 volts. Donc, c'est 3 au carré. Sur la masse de ce type de supercondensateur. Donc, ici, on a la masse qui est égale à 520 grammes, qui doit être convertie, bien sûr, dans ce cas, en kilogrammes. Donc, on aura une valeur de 2,6 fois 10 à la puissance 4 joules par kilogramme. Donc, ça, c'est la valeur de l'énergie massique d'un supercondensateur à partir des données de l'exercice. Maintenant, je passe à l'autre type de batterie ou d'accumulateur lithium-ion. Donc, on doit utiliser la deuxième formule. Donc, E est égal à Q fois U. On doit diviser donc cette grandeur qui représente l'énergie emmagasinée par la masse. Donc ici, puisque on a donc un facteur de conversion, donc je peux ici utiliser donc puisque le Q dans la formule, ça doit être donc exprimé en coulomb, donc je dois utiliser 1 ampère-heure est égal à 3600 coulombs. Donc pour cela, la charge électrique de ce type de batterie est donnée dans l'exercice, c'est 2,9 ampère-heure. Donc pour avoir la même unité de l'énergie massique, pour pouvoir comparer entre les deux systèmes, je dois la convertir donc ici pour avoir une énergie en joules. Donc ça sera 2,9 fois 3600 fois la tension donnée par ce type d'accumulateur qui est égal à 3,6 volts. Donc je dois diviser tout ça qui représente l'énergie emmagasinée dans une batterie sur sa masse. Donc la masse est donnée dans l'exercice, c'est 47 grammes qui n'est autre que 0,047 kg. Pour retrouver à la fin donc une valeur de l'énergie massique qui est égale à 8 fois 10 à la puissance 5 joules par kilogramme. Donc ici, à partir des résultats du tableau, on peut dire que le temps de charge des supercondensateurs est largement inférieur à celui de la batterie lithium. Et on remarque aussi que concernant l'énergie massique, donc la valeur qui correspond à la batterie de lithium est largement supérieure à celle des supercondensateurs. Donc ici, pour pouvoir comparer, ça dépend bien sûr de notre utilisation. Si on a besoin d'un temps de charge minimal, on doit utiliser les supercondensateurs. Si on a besoin d'une énergie massique plus importante, on doit utiliser bien sûr les batteries en lithium-ion. Je termine maintenant cette vidéo par un exercice un peu consistant, donc, où on va étudier bien sûr ici une centrale hydroélectrique. On voit bien ici que, bien sûr, à partir d'un réservoir de retenue, donc le bassin supérieur, on va donc bien sûr emmagasiner de l'énergie potentielle qui va être convertie totalement en énergie cinétique jusqu'à arriver bien sûr à un système de turbine qui est couplé à un alternateur qui va tourner et nous produire de l'énergie électrique, qui va passer bien sûr par un transformateur pour essayer d'augmenter la tension et passer par un réseau de distribution afin d'arriver jusqu'au consommateur. Donc ici, normalement, on doit décrire tout d'abord et compléter donc la chaîne de conversion de ce type de centrale dans la question numéro 1.
Ici, en bas, je commence par le réservoir d'eau qui stocke bien sûr de l'énergie potentielle et elle va passer à travers les canalisations pour être transformée en énergie cinétique de mouvement. Donc on parlera ici de l'énergie mécanique. Donc cette énergie mécanique sera transférée en une autre énergie mécanique plus faible à partir d'une turbine. Donc pourquoi elle est plus faible? Parce que la valeur du rendement de cette turbine est égale à 88%, c'est-à-dire qu'on a une perte en énergie thermique qui va provoquer une chute de la valeur de l'énergie mécanique. Donc cette valeur de l'énergie mécanique va être transférée vers l'alternateur qui va par la suite la convertir en une autre forme d'énergie électrique pour la distribuer ou la transférer vers un réseau électrique. Sans oublier bien sûr qu'il y a donc une perte d'énergie puisque ici le rendement de l'alternateur est égal à 95%, c'est-à-dire on a une perte de 5% ici au niveau de l'alternateur et de 12% au niveau de la turbine. Donc ça c'est la description de la chaîne de conversion de ce type de centrale hydroélectrique. La deuxième question, c'est calculer la valeur des énergies quotidiennes reçues par les différents éléments de la chaîne énergétique. Donc ici, on doit calculer comme exemple les énergies reçues par jour par les différents éléments de la chaîne, c'est-à-dire la turbine et l'alternateur. Donc si on regarde l'énoncé de l'exercice, on voit bien ici qu'il nous parle d'une énergie électrique fournie et une puissance bien sûr fournie par le système alternateur turbine qui a une valeur de 1,1 mégawatt. Donc ça c'est l'énergie électrique finale. Donc cette énergie vaut 1,10 mégawatt. Donc dans l'exercice, il nous parle des énergies reçues par les différents types d'éléments de cette chaîne. C'est-à-dire, si je parle de l'alternateur, je dois calculer l'énergie mécanique reçue. Et si je parle de la turbine, je dois calculer l'énergie mécanique reçue à partir de la retenue d'eau dans le bassin supérieur. Donc ici, c'est comme si on va faire le chemin inverse pour retrouver à partir d'une valeur fournie, une valeur utile d'énergie fournie par le système. Donc on doit calculer les deux énergies reçues par chaque partie du système. Donc pour cela, je dois calculer l'énergie électrique, donc qui n'est autre que la puissance électrique fois la durée de temps. Donc puisqu'on a ici 1,10 MW fois 24 heures, ça va nous donner une valeur de 26,4 MW qui représente cette énergie électrique de ce système. Par la suite, je dois calculer l'énergie reçue par ce système par jour, donc c'est-à-dire reçue par l'alternateur, cette énergie mécanique. Donc normalement, on connaît que le rendement, ce n'est autre que l'énergie électrique sur l'énergie mécanique, donc qui va nous donner bien sûr ce rendement. Donc l'objectif, c'est pas de calculer le rendement parce que la valeur, elle existe déjà. Donc l'objectif, c'est de calculer l'énergie reçue qui représente ici l'énergie mécanique de l'alternateur qui est égale à l'énergie électrique sur le rendement. Et l'énergie électrique a été calculée dans la partie précédente qui vaut 26,4 MWh sur la valeur du rendement qui est donnée dans l'exercice de celle de l'alternateur 0,95 qui va donner bien sûr une énergie supérieure à celle fournie par le système parce que on voit bien que si on suit cette chaîne énergétique, on va tout le temps voir une baisse de l'énergie parce qu'on a tout le temps des pertes. Donc l'énergie reçue, normalement, elle doit être supérieure à l'énergie utile fournie par le système. Donc ça, c'est l'énergie mécanique du système alternateur. Maintenant, il nous reste à calculer l'énergie mécanique reçue par la turbine. Donc on connaît déjà que l'énergie mécanique de la turbine doit être égale à l'énergie électrique
sur le rendement de cette turbine. Donc ici, l'énergie est égale à 27,8 MW, c'est celle utilisée tout à l'heure, sur le rendement. Donc, c'est égal à 31,6 MW, puisque le rendement est déjà donné dans l'exercice. C'est le rendement de la turbine qui est égal à 88%. Donc ici, on vient de calculer les deux valeurs d'énergie pour les deux compartiments de ce système de centrale hydroélectrique. Sans oublier bien sûr qu'il faut retenir cette formule de conversion entre les mégawattheures, puisqu'on a ici exprimé les valeurs en mégawattheures. Donc en cas de besoin, si on veut revenir à la valeur de l'énergie habituelle qui est le joule, donc ici pour convertir du mégawattheure vers le mégajoule, on doit multiplier la valeur par 3600. Je passe maintenant à la troisième question. À partir de la valeur de la puissance mise en jeu par la chute d'eau, donc la formule donnée ici c'est celle-là, donc la puissance P en watts mise en jeu par une chute d'eau de masse volume micro égale à 10 à la puissance 3 kg par mètre cube, et de hauteur H en mètres, donc ici on voit bien la hauteur entre le bassin supérieur et le bassin inférieur, et le débit Q, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement de l'eau en mètres cubes par seconde, est égal à P, donc ça c'est la formule à utiliser. P est égal à ρ fois G fois H fois Q. Bien sûr, le G, ça représente l'intensité de pesanteur qui vaut ici 9,81 mètres par seconde au carré. Donc ici, on doit, à partir de cette formule, déterminer la hauteur de chute d'eau qui est représentée ici dans le schéma, en donnant maintenant la valeur du débit d'eau, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement de l'eau à travers les canalisations forcées qui vaut 0,30 mètres cubes par seconde. Donc pour cela, il faut écrire la formule de l'énergie, puisqu'on parle ici de l'énergie reçue quotidiennement. Donc l'énergie ici mécanique reçue par la turbine à ce niveau. Donc si on regarde le schéma, donc cette énergie mécanique reçue par le système turbine, ce n'est autre que l'énergie de chute de l'eau, c'est-à-dire l'énergie cinétique qui arrive jusqu'à ce point, puisqu'on a ici un écoulement de l'eau à travers cette canalisation forcée. Donc on aura une énergie cinétique ici qui représente la même valeur que l'énergie mécanique reçue par ce système de la turbine. Donc on peut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie de chute d'eau, donc qui est égale à ρ fois G fois H fois Q à partir de cette formule, fois delta T, puisqu'on parle ici de l'énergie. Donc on pourra par la suite donner la formule bien sûr de H, qui représente ici la hauteur, c'est l'énergie mécanique de la turbine sur l'autre partie de la formule. Donc en essayant de faire l'application numérique, donc normalement la valeur de l'énergie mécanique calculée c'est 31,6 MWh, donc je dois la multiplier par 3600 pour bien sûr donner une valeur en mégajoules. Sur la valeur d'euro, donc c'est 1000 fois 9,81 fois le débit qui est donné dans l'exercice 0,30 mètres cubes par seconde, fois la durée de temps, c'est 24 heures, c'est-à-dire 24 fois 3600 pour donner un temps en secondes. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver que la hauteur, cette hauteur H, va être égale à environ 447 mètres. Donc ça, c'est comment utiliser cette formule de l'énoncé de l'exercice pour déterminer une grandeur inconnue. Je passe maintenant à la quatrième question. À partir de la valeur de la puissance mise en jeu par la chute de l'eau, c'est-à-dire il s'agit de la même formule, en déduire la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur de l'eau fournie en une journée. Donc on connaît bien que l'énergie cinétique qui arrive jusqu'ici, jusqu'à la turbine, ce n'est autre que l'énergie de potentiel de pesanteur au niveau du bassin supérieur, parce qu'il y aura une conversion totale,
c'est-à-dire que l'énergie stockée ici, qui représente l'énergie potentielle, elle sera convertie totalement en énergie cinétique, puisqu'ici, à ce niveau, H égale à 0, c'est-à-dire on n'a pas d'énergie potentielle. Donc je peux dire que l'énergie finale de cinétique est égale à l'énergie initiale potentielle, pour pouvoir bien sûr déterminer ce type d'énergie. Je peux appliquer cette formule, donc l'énergie potentielle de pesanteur est égale à la puissance fois delta T, puisqu'il s'agit ici de la puissance utilisée par cette turbine. Donc on a déjà calculé ça, bien sûr qui est égal exactement à l'énergie mécanique reçue par la turbine. Donc ça vaut donc 31,6 fois 3600 mégajoules. Donc il va donner une valeur de 1,14 10 à la puissance 5 mégajoules. Donc ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur de l'eau qui est stockée ici. La cinquième question, donc déduire des questions 3 et 4, c'est-à-dire des deux questions précédentes. Donc le volume d'eau introduit quotidiennement dans le barrage, c'est-à-dire le volume qu'on a utilisé ici quotidiennement pour bien sûr avoir à la fin une distribution du courant électrique à travers ce type de centrale. Donc on connaît bien en physique que l'énergie potentielle a une formule, c'est la masse fois l'intensité de pesanteur fois la hauteur, donc M fois G fois H. Je peux calculer la masse de l'eau utilisée ici, c'est l'énergie potentielle de pesanteur sur G fois H. Donc en faisant l'application numérique, ça sera l'énergie calculée tout à l'heure dans la question précédente, donc 1,14 fois 10 à la puissance 11 joules. Pourquoi ici c'est 10 à la puissance 11 joules? Parce qu'ici on a utilisé le mégajoule. Donc c'est 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance 5, ça va donner 10 à la puissance 11 joules sur 9,81 fois la hauteur qu'on a déjà calculée ici, 447 mètres. Ça va nous donner donc une masse totale d'eau utilisée qui est égale à 2,6 fois 10 à la puissance 7 donc kilogrammes. Et puisque on nous donne dans l'exercice la masse volumique de l'eau qui est égale à 10 à la puissance 3 kg par mètre cube, ça signifie qu'un mètre cube d'eau pèse 10 à la puissance 3 kg. Donc par conversion directe, un calcul très simple, on peut démontrer que la valeur du volume d'eau utilisé, en divisant cette valeur de masse par celle-là, on va retrouver 2,6 fois 10 à la puissance 4 mètres cubes. Donc ça, c'est le volume d'eau introduit quotidiennement dans le barrage. La sixième question, donc sachant qu'une piscine olympique contient un volume de 2000 m3, indiquez le nombre de piscines vidées quotidiennement dans ce barrage et commentez. Donc tout d'abord, pour essayer de calculer le nombre de piscines utilisées ici, on doit diviser le volume total qu'on a calculé tout à l'heure sur le volume d'eau dans une piscine pour trouver le nombre. Donc on a ici N qui représente le nombre de piscines, c'est le volume d'eau donc utilisé quotidiennement dans le barrage sur le volume d'une piscine. Ça va donner après donc le calcul 13 piscines. Donc on remarque ici que cette valeur est très importante concernant le volume d'eau utilisé. Voilà, donc la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez compris les deux parties, c'est-à-dire le cours et les corrections de ces quelques exercices. Et je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour une autre vidéo sur le chapitre 7 concernant bien sûr le transport, l'optimisation du transport d'électricité à travers les réseaux de distribution. Et donc à la prochaine.